Alors raconte-nous Olivier, où est-ce qu'on se trouve? Ah ben alors là on se trouve dans l'église donc Santa Caterina di Siena. C'est en fait c'est le siège de la Fondazione della Pietà dei Turchini qui en fait a repris le nom d'un des 4 fameux conservatoires de Naples. Ces 4 conservatoires, c'est un peu, on va dire, l'école de Naples. C'est là où il y a eu des méthodes, des profs, enfin ce qui a finalement attiré l'œil de toute l'Europe, etc. À la base, en fait, c'était des hospices qui recueillaient les enfants, les orphelins abandonnés, pour les services à l'église, etc., qui les faisaient chanter, tout ça. Et ça s'est développé. Ils ont vu qu'évidemment, il y avait quelque chose d'attractif là-dedans. Et à partir de la moitié du XVIIe siècle, c'est là où commence à avoir vraiment des professeurs, on va dire des maîtres de concert qui font partie des meilleurs musiciens de Naples, qui éduquent tous ces enfants d'une façon très poussée, quoi. Ils ont 8 heures de musique par jour, cours de littérature, ce qui est très particulier, parce que comme il y a beaucoup de chants, évidemment, il y a cet aspect-là qui est littéraire, qui est important. Donc ils ont formé une pétuniaire de musiciens, et notamment de chanteurs, puisque c'était avant tout la liturgie. Et c'était donc comme à Naples, puisque les femmes n'avaient pas le droit de parler à l'église. C'est ça, en fait, elles étaient pas dans l'église ni dans le chœur, elles étaient là-haut. Tout à fait, voilà. Donc femmes. dans les couvents, exactement, elles venaient se cacher derrière des grilles, en silence. Elles n'avaient absolument pas le droit de parler, donc évidemment pas de chanter. Donc ces conservatoires sont devenus des conservatoires, contrairement à ceux de Venise qui étaient que de filles, des conservatoires de garçons. Et pour avoir besoin de voix de soprano, en fait, la mode des castrats. Ils ont volé l'opéra à Venise, et de là, ils ont rayonné à Londres, à Vienne, à Madrid. Farinelli a passé pratiquement toute sa vie là-bas, et ont gagné vraiment des fortunes. Ça a été une mode assez brève finalement, ces grands castrats, parce que Farinelli, en fait, on ne pouvait pas faire beaucoup mieux après. Et tu ne crois pas que la qualité du violoncelle, qui est quand même un instrument qui a toutes les possibilités de tessiture, justement, c'est vrai que... c'est peut-être pas un hasard s'il y a tant de violoncelles à Naples et que... Tout à fait, puisque le violoncelle, quand même, à la base, un instrument, on va dire, grave, mais qui justement cherche l'aigu tout le temps, en fait. C'est un peu comme aussi le castrat, cette voix sopramaschio, c'est-à-dire l'homme, mais d'un coup qui arrive dans l'aigu. Donc c'est vrai que le violoncelle a une histoire quand même très particulière à Naples. Moi, je suis fascinée par ce Leonardo Leo qui a joué un rôle très important à Naples et ici. Complètement. Il était donc maître de chapelle, donc ils s'occupaient un peu de tout, quoi. Le boss, voilà. Il a ses concertos pour violoncelle. Ça, c'est quand même intéressant de voir. Justement, après la mode vivaldienne, on trouve des tas de manuscrits de Vivaldi ici. Les Napolitains mangeaient de tout. Et avec ce mouvement-là, de ce concerto Amoroso, qui est typiquement dans le relâchement, exactement. Dès qu'on voit Amoroso, c'est sûr qu'on est sûr que c'est pratiquement une musique napolitaine, en fait. Il y a un langage complètement simple, fluide, rhétorique, qui vient aussi parce qu'en fait c'était surtout un compositeur d'opéra, en fait. Mais on trouve ça, c'est vrai que ces concertos pour violoncelle, il y a ce côté de la musique en fait instrumentale napolitaine, il y a un esprit. Justement, il y a ces saveurs du cantabile et puis en même temps des allegros qui sont hyper virtuoses. Absolument, parce qu'on voit en fait aussi, à l'époque les virtuoses qu'ils ont produits, la quantité de musique instrumentale qu'il y a. En fait, c'est bien sûr, il y avait une furie autour de la musique instrumentale incroyable. C'est juste peut-être un esprit qu'aujourd'hui il faut comprendre. Les conservatoires, évidemment, représentent l'école, mais en fait, ils ont quand même été extrêmement nourris par ce besoin constant de s'exprimer, de faire la fête. Il y avait des palais d'un côté, il y avait plein d'églises de l'autre. Il fallait tout le temps être en musique. Les élèves qui formaient ici pendant 8 heures par jour, au bout d'un moment, donc ils irriguaient toute la vie musicale exactement, tout à fait. C'est tout à fait particulier quand même. Bien sûr. C'était quelque chose d'assez, toujours lié au populaire, mais de toute façon qui avait eu ses racines dans le sacré, puisque c'était quand même eux qui formaient tous ces musiciens.
on sent bien ça, évidemment, c'est l'esprit du lieu ici. Ah ben c'est l'esprit du lieu. N'importe quel phénomène profane peut se sacraliser en 2 secondes. On le voit tous les jours. Même avec Maradona. Ben, par exemple. C'est aussi cette vivacité, puis cette ouverture, cette envie continuelle de sentir les choses. Naples, c'est vraiment une vie sensuelle qui intègre plein de choses de l'étranger, qui est tout très curieux. C'est pour ça que ça revit toujours, en fait. On le compare toujours au Vésuve, qui explose, qui finalement se tait. Enfin, c'est un peu une espèce de magma constant. Naples monte, descend, mais reste toujours finalement présent. Encore aujourd'hui, dans la culture... En bien, en mal, Naples est toujours présent dans la culture italienne et finalement même peut s'enorgueillir presque d'être le symbole du cliché de l'Italie, quoi.